Bonjour à tous et à toutes, je suis Thomas Louis et bienvenue dans La Quille, le podcast où on parle de culture avec ceux et celles qui la font. Cette semaine, c'est avec Blandine Rinkel que j'ai discuté. Romancière et membre du groupe Catastrophe, Blandine vient de sortir un petit livre d'entretien avec le journaliste Jean-Marie Durand, Tout tremble, aux presses universitaires de France. Dans ce livre difficilement résumable, Blandine Rinkel évoque son parcours, pose son regard de jeune trentenaire sur la société actuelle, réfléchit à sa pratique de l'écriture, le tout divisé en petits chapitres qui construisent peu à peu le portrait d'une certaine génération. Et avec Blandine Rinkel, on a parlé de son statut de lectrice, qu'elle place au-dessus de son activité d'écrivaine, de son rapport au travail, à la solitude, ou encore de sa génération, qui selon elle, est l'héritière des lendemains de l'insouciance. Bonne écoute. Bonjour Blandine Rinkel. Bonjour. Tout tremble, c'est un livre d'entretien. Un entretien qui est mené par Jean-Marie Durand, où tu te livres pas mal, et où, j'imagine, il faut avoir une certaine confiance, un certain appui dans la personne qui est en face pour répondre à autant de questions finalement. Comment est-ce organisée cette rencontre avec Jean-Marie Durand? Commençons par là, et peut-être plus globalement, comment il est né ce projet d'entretien? Il n'y a pas eu de rencontre. En fait, Jean-Marie Durand m'a contacté pendant le confinement, alors que j'étais passablement déprimée parce que je travaillais sur un projet qui est toujours en cours d'ailleurs, enfin un projet de roman, qui est un peu monstre, qui est assez douloureux pour plusieurs raisons et qui allait bien avec le confinement, un projet très enfermant et où je me sentais assez enfermée dans cette écriture-là. Et donc j'écrivais de manière très, presque sportive, c'est-à-dire en m'imposant un certain nombre de signes par jour, en essayant vraiment de me tenir à des espèces d'échauffements d'écriture et puis 5000 signes, et puis relecture le soir. Et en fait, au bout d'un moment, c'était asséché, c'était pas intéressant. Et donc, je m'asséchais un peu dans l'écriture. J'avais perdu un peu le goût de ça, d'écrire. Et j'ai reçu donc une proposition de Jean-Marie Durand qui organisait pour les 100 ans des PUF, les presses universitaires de France, une série d'entretiens avec des personnalités, je mets des guillemets, diverses, et dont j'ai bien senti que j'étais la plus jeune et il me proposait un peu pour avoir aussi une voix plus jeune, je pense, parce que c'est des personnalités très, très diverses. Il y a Pape Ndiaye, Tristan Garcia, Philippe Forest, Chantal Jacquet, c'est des philosophes, des artistes. Une voix peut-être générationnelle. Je pense, c'est en tous les cas ça que j'ai senti. Et donc j'ai au début un peu hésité à accepter, d'une part parce que je me sentais pas tout à fait légitime de répondre à des entretiens à même pas 30 ans. Enfin, ça me semblait quelque chose qu'on fait quand on a 80 ans. Mais, et en même temps, j'ai bien compris que c'était une collection éphémère et que si personne de 30 ans ne parlait dans cette collection, on n'allait pas accéder à ce regard-là. Ouais. Et puis, par ailleurs, ça me sauvait quand même de cette déprime. Oui, donc, c'était une bonne raison d'accepter. Et donc, j'ai accepté et on a tout fait par écrit, c'était la condition. Que tout soit par écrit parce que je m'exprime moins précisément à l'oral qu'à l'écrit et que je me serais pas fait confiance à l'oral. Ouais. Bah justement, on va parler d'écriture, on va parler de lecture également parce que tu es romancière et lectrice. Et romancière. Plutôt. Tu es d'abord lectrice, et romancière. Et dès la première page, tu dis « J'écris comme je lis pour mesurer l'écart avec les autres ». Alors moi, ça m'a posé plein de questions, mais ça m'a posé 2 questions que je vais m'empresser de te poser. La première, c'est qu'est-ce que représente cet écart avec les autres? Qu'est-ce que ça veut dire? Et la deuxième, c'est quel lien est-ce que tu fais entre la lecture et l'écriture? Alors peut-être que ce silence sera coupé, mais il faut savoir que j'ai laissé un long silence avant de commencer à répondre. Et sans doute que ce silence, c'est précisément l'écart entre les gens, entre une question et sa réponse. Peut-être que j'en laisserai un tout petit peu alors. Et oui, je crois que cet écart, c'est ça, c'est le fait qu'on soit... Nous ne sommes pas des animaux, n'est-ce pas ? Et que le langage et nos usages maladroits et bricolés du langage, c'est le seul moyen qu'on a pour se rejoindre et pour inventer des ponts entre nos solitudes. Et pour moi, la lecture comme l'écriture est vraiment une affaire de solitude qu'on rompt. J'ai lu beaucoup quand j'étais enfant puis adolescente, par ennui, je pense, au départ. Par ennui et par... Tu es fille unique aussi? Ouais, je suis fille unique. Toi aussi?
Ouais, Ouais. mais ça peut peut-être jouer. Ça joue, je pense, oui. Moi, je me souviens d'après-midi très ensoleillés où j'imaginais d'autres enfants jouer avec des frères et sœurs ou des amis d'enfants, enfin des enfants d'amis de parents aussi, parce que mes parents m'ont eu à 41 ans, donc quand ils avaient 41 ans. Donc en général, leurs amis en fait n'avaient pas des enfants du même âge, donc j'étais très seule. Ouais. Et je me souviens, c'est vrai, d'après-midi ensoleillé, où j'étais assise sur la barrière de notre maison. J'ai beaucoup lu chevauché sur une barrière. En position un peu inconfortable, du coup. En position très inconfortable. Ouais. Justement, je pense que c'est pour ça que je m'en souviens. Et je sais pas, je devais trouver ça romantique, ou je sais pas pourquoi je faisais ça. Mais je me souviens, en tous les cas, oui, d'avoir beaucoup lu comme ça, en me disant ah tiens, c'est super mon histoire, et tu vas voir, c'est beaucoup plus intéressant que les jeux que vous faites, mais tout en sachant d'un fond de moi-même que je regrettais quand même de ne pas avoir de personne avec qui jouer. Donc quand même une affaire de solitude, et puis l'impression que dans les livres, on me parlait toujours très justement, que j'avais accès vraiment à ce qu'il y a de plus secret chez l'autre, à ce qu'il y a de plus intime, à ce qu'il y a de plus vrai. Et je crois que dès l'adolescence, j'étais un peu frustrée de conversations mal engagées entre mes amis et moi au collège, entre mes parents et leurs amis, même à la télé, entre des hommes politiques. Et je me disais, c'est mal engagé, le ton est pas le bon, ça permet pas qu'on puisse vraiment échanger quelque chose. Et dans les livres, soudain, je trouvais que c'était mieux engagé, quoi. Est-ce que c'était le pouvoir de la fiction, peut-être, aussi, qui a joué là-dedans ? Ou tu voyais pas du tout de la... Non, je crois que c'est pas avant tout la fiction c'est vraiment l'écriture littéraire. Okay. Le fait qu'en littérature, on se permet d'avoir une forme de langage qu'on n'a pas forcément dans la vie. T'as de grands souvenirs de lecture ? D'enfance ? En l'occurrence, mais sinon, de manière générale, ouais. De lecture, peut-être récent, ou je sais pas. Oui, le souvenir de ma découverte de Virginia Woolf, qui paraît un peu cliché, j'ai toujours l'impression d'être un peu cliché, mais c'est vrai, alors je vais pas mentir. Quand j'étais adolescente, je pense, j'ai découvert à 15 ou 16 ans, et vraiment, je me suis dit, tiens, là, c'est... Une femme me ressemble, déjà, de manière très énigmatique. J'avais un grand sentiment de proximité, comme j'en avais peu trouvé avec les gens que je fréquentais. Et comme s'il y avait une sorte de constellation comme ça à travers les âges, et qu'en lisant, on découvrait vraiment des espèces d'amis, mais qu'on aurait pu avoir il y a 100, 200 ans. Et donc j'avais vraiment ce sentiment de proximité. Et puis une femme me parle de l'invisible, elle formule des choses que je ne vois pas et que pourtant je sens, et je savais même pas qu'on pouvait les formuler, en fait. Je savais pas qu'on avait le droit de les formuler. Je les sentais, mais de manière vaporeuse, et j'ai compris que la littérature pouvait faire ça, pouvait formuler des choses invisibles. Ça a été une grosse révélation. Et tu dis d'ailleurs que tu peux être... tout à fait obsédé par une autrice ou par un auteur. Alors j'imagine qu'on est un peu assez nombreux ou nombreuses à avoir connu des périodes comme ça. Virginia Woolf, elle en fait partie ou pas du tout ? Est-ce que tu t'es plongé un moment dans son œuvre entière ? Oui, elle en fait partie. Elle en a fait partie. Après, j'ai un peu... Virginia Woolf, c'était vraiment une découverte adolescente. Et j'avais encore une forme d'innocence face au... Enfin, je lisais comme ça, mais de manière vraiment complètement désordonnée. Je lis toujours de manière désordonnée, mais maintenant, quand je m'intéresse vraiment à un auteur, je vais quand même noter, par exemple, sur un carnet, les livres que j'ai lus, j'ai pas lus, je vais recopier des passages. J'organise, ouais. Je sais ce que j'ai lu et ce que j'ai pas lu, quoi. Virginia Woolf, c'était beaucoup plus instinctif que ça. C'était vraiment aller en bibliothèque, farfouiller, trouver un livre sur un étage de brocante et le perdre aussitôt. Enfin, c'était moins méthodique. On va se repencher sur le côté écrivaine, romancière. À quoi ressemble le livre idéal ? On est d'accord qu'on n'arrive jamais à atteindre le livre idéal, celui qu'on aurait voulu écrire au départ. Toi qui as déjà publié 2 romans. Oui, après, c'est pas une idée que j'ai en tête, j'ai pas vraiment... Enfin non, je dis ça et en disant ça, je me dis que non, c'est pas vrai, je mens. Non, j'aimerais bien, en tous les cas, idéologiquement, je suis tout à fait au fait qu'on n'atteint pas le livre idéal, donc j'aimerais bien ne pas avoir un plan au départ, mais en fait, je mens parce que le livre dans lequel je suis coincée actuellement, l'écriture dans laquelle je suis coincée actuellement... C'est parce que t'as un plan ? Ouais, c'est parce que je pense que je me figure ce que doit être ce livre. Je me figure aussi, en regard de mes livres précédents,
Je me figure du coup un livre qui doit être beaucoup plus ferme. Voilà, là, je suis en train actuellement de serrer le poing. Ouais, lever. Voilà, je me figure une certaine tonalité et un certain effet que doit faire le livre avant de l'avoir fini, ce qui, je pense, est la pire des choses à faire parce que ça empêche d'écrire, parce qu'on se dit en effet qu'on n'est pas à la hauteur de cet effet-là ou qu'on n'y arrive pas. Et en fait, c'est finalement quand on abandonne tout et quand on est comme désespéré dans l'écriture qu'on écrit les choses les plus justes. Enfin, en tous les cas, pour moi, ça a fonctionné comme ça. C'est les pages que jusqu'à là, j'ai écrit et qui me semblent vraiment justes. Elles ont été écrites dans des moments où j'avais abandonné l'idée de pouvoir faire ce que je voulais faire, ou l'idée de pouvoir plaire, ou l'idée... Enfin, j'avais abandonné, quoi. Ouais. Et est-ce que tu aimes ça, travailler, besogner ? J'adore ça. Je suis une grosse besogneuse. C'est pas sexy du tout. Le mot, en plus, c'est pas... Non, le mot est vraiment très... Mais j'ai regardé, je voulais trouver un synonyme de travailler. Ouais. Et besogner, en fait, il y a l'idée de peine aussi. De travailler avec peine, en fait. Ah, moi, j'éprouve du plaisir quand même. C'est vraiment ce que je... Avec des efforts, ouais. Ouais, oui, bien sûr, c'est l'effort. Forcément, il y a un taux de peine dedans, mais je sais pas, j'en éprouve un bénéfice secondaire. En tous les cas, c'est vrai que j'aime vraiment ça. Je ne sais faire que ça, en fait. C'est ce que je dis dans l'entretien, mais je crois que je ne sais pas bien y faire avec la vie de famille, la vie sociale. Enfin, on se disait quand je suis arrivée que c'était férié aujourd'hui et qu'on n'avait pas remarqué. Oui, on est lundi de Pentecôte. Voilà, on est lundi de Pentecôte et je ne le savais pas. Et c'est typiquement des moments qui peuvent m'angoisser quand soudain on me parle d'un week-end prolongé, quand les gens me disent « Ah, mais là, tu sais bien que c'est un week-end voilà, prolongé, donc on peut pas travailler sur telle ou telle chose. » Et je sais pas pourquoi ça m'angoisse autant, mais tout ce qui est institution familiale, institution professionnelle, tout ce qui est institué, la vie sociale instituée, la vie sociale qui n'est pas une vie sociale en contrebande, m'angoisse assez, et cette angoisse, je la guéris par le travail, par un travail acharné et qui est vraiment la base de mes journées. Alors, c'est aussi un livre dans lequel tu parles de notre société aujourd'hui, et tu parles notamment des manifestations, des rassemblements qui t'angoissent, et pourtant, tu y vas parce que, enfin, tu vas à ceux que tu trouves justes, c'est ça, pour, je cite, gonfler les chiffres. Qu'est-ce que ça veut dire, ça, de toi, et peut-être plus globalement de notre génération, d'aller quelque part, de s'y sentir mal, et de continuer à y aller, en l'occurrence porté par un sentiment? C'est vrai que ça pose question quand même, hein, le fait de faire ça. Ouais, moi je serais tout à fait capable de le faire, mais... Ouais, ça veut, j'imagine, dire quelque chose. J'y arrive pas toujours, hein, je tiens à le dire, mais j'essaye d'aligner mes convictions, les quelques convictions que je peux avoir... avec mes actions, et donc je me dis si je suis vraiment convaincue, je sais pas quel exemple citer là, parce que récemment je sais pas j'ai pas été manifestée récemment, mais bon oui, admettons, voilà. Si je suis vraiment convaincue, oui, qu'il y a eu, je sais pas, qu'il y a une inégalité, je sais pas, je résous pas vraiment ça, et donc c'est un peu aléatoire. Parfois, je m'y rends avec comme ça, une forme d'élan, comme ça. Je me dis, ah tiens, quand même, il faut y aller, il faut se lever. Et parfois, à moitié honteusement, bizarre, je me dis non, en fait, je me terre avec un livre et je baisse les yeux, et j'ai un peu honte de ne pas réussir à avoir un engagement comme il le faudrait. Ouais. Une question épineuse quand même, je trouve, l'engagement. J'aimerais bien que ça soit plus simple, mais je sens qu'il y a vraiment une affaire de tempérament chez moi qui voilà, je suppose. C'est une question épineuse, mais c'est aussi peut-être une question générationnelle, parce que tu le dis dans le livre, tu as ce sentiment que ta génération, enfin la nôtre, puisqu'on a 1 an d'écart, est plus soucieuse, plus responsable, plus avertie. Est-ce qu'il y a une question justement de se sentir coupable de quelque chose là-dedans qui existait peut-être moins avant? Mon intuition... Ouais. Oui, de toute façon, c'est ton intuition. Oui. Hein. C'est qu'on a hérité de culpabilités qui n'ont pas été éprouvées par les 2 ou 3 générations avant nous. Tout dépend de l'âge qu'on a. Le nous que j'emploie, c'est un espèce de nous vaste qui va entre 18 et 34 ans. À titre personnel, en tous les cas, j'ai l'impression d'hériter de ça. Par exemple, j'explique que ma mère est née en 1950, donc elle avait 18 ans en 1968. Elle vient d'une famille paysanne, et donc pour elle, acquérir un pouvoir d'achat, c'était génial. C'était vraiment un rêve
pouvoir acheter des choses, Ouais. tout et n'importe quoi, acheter des choses pas chères de préférence, mais du coup acheter plein de choses. C'était vraiment super. Donc par exemple, elle adore aller à Malin Plaisir ou à Jiffy ou à Lidl, à Rougier et Play, voilà, plein de magasins comme ça qui ont vraiment fait partie de mon imaginaire de mon enfance. Et dès qu'elle a du temps libre, enfin dès qu'elle avait du temps libre, elle se rendait dans ces magasins et elle revenait avec plein de bricoles en plastique. Souvent, parce que c'est des bricoles pas chères, le mot bricole le dit. Ouais. Voilà, et donc et en plastique. Et donc forcément écologiquement, c'est pas un geste ouf quoi. C'est pas top. Toutes les semaines de et jamais elle n'en a éprouvé de culpabilité parce qu'en fait c'était un impensé à l'époque. Enfin elle n'aurait pas éprouvé de culpabilité à l'acheter alors que justement c'était une fierté. Enfin c'était l'inverse quoi. Elle se sentait vraiment fière d'appartenir à la société de consommation et à la classe consommante. Et néanmoins, je prends cet exemple parce qu'il est précis, c'est pas forcément la culpabilité dont j'hérite le plus, parce que elle aurait pas, enfin je vois pas comment elle aurait pu se sentir coupable. Donc, mais néanmoins, moi, l'ayant vu faire ça et ayant suivi la crise écologique, les inquiétudes écologiques, disons, monter, croître, eh bien, j'éprouve comme à sa place la honte d'avoir qu'on ait eu autant de plastique chez nous, qu'on ait autant de plastique chez nous, qu'on consomme autant de plastique. J'exagère un peu, je force le trait. J'ai pas vraiment une honte oui, on se doute bien que... Mais je veux dire, c'est un exemple, je pense, d'impensé, en fait, des générations d'avant, qui étaient des générations, je pense, plus joyeuses, plus espérantes, qui croyaient au progrès, qui croyaient vraiment, qui croyaient que leur vie, que nos vies, en fait, que toutes les vies allaient avancer, s'épanouir, je sais pas comment le dire, qui avaient, une confiance en l'avenir, un avenir prospère, un avenir de consommation et de joie sexuelle, et je pense qu'il y a plein d'impensés, comme avec la révolution sexuelle en 68, il y a eu plein d'impensés, notamment les impensés de une certaine pédophilie qui accompagnait cette libération-là sexuelle, qui aujourd'hui sont pensées, éclatent, mais qui à l'époque n'étaient pas... ne venaient même pas à l'esprit des gens, en fait. Ni formulés, ni formulables. Et je pense qu'on hérite de ça. On hérite des lendemains de l'insouciance, un peu. Ouais, une gueule de bois, quoi. Ouais, un peu. Alors justement, tu parles des origines un peu dans le livre, tu parles du besoin que tu as eu de t'arracher à ta famille que tu juges, je cite, dysfonctionnelle, c'est une phrase très difficile à dire, pour créer quelque chose, ton petit quelque chose. Alors moi, ça m'intéresse tout particulièrement, mais est-ce que tu te sens appartenir aujourd'hui à une entité autre que la famille? Je sais pas, tu fais partie d'un groupe, par exemple, ou d'une terre, je crois que tu cites Cécile Coulon dans le livre. Est-ce que tu te sens appartenir à autre chose qu'à ta famille? C'est drôle que tu me poses cette question parce que ce matin, j'écrivais précisément un texte sur le fait que je ne me sentais pas appartenir. C'était vraiment précisément ce à quoi je... Non, je ne me sens pas appartenir. Bien sûr, j'appartiens à un groupe de musique, mais même ça, je me sens pas complètement... Je pourrais pas signer n'importe quoi, les yeux fermés, je pourrais pas défendre n'importe qui... J'ai l'impression de ne pas avoir le sens de l'appartenance, de la loyauté totale qui va avec. Je pense qu'appartenir, c'est être radicalement loyal. Ouais. Et je crois que je n'ai pas ça. Je crois que ne pas éprouver ça, paradoxalement, me garantit une indépendance d'écrivain. Donc, pour l'écriture, je pense que c'est plutôt une chance. Ouais. Parce que ça laisse libre de pas tout à fait d'appartenir à plusieurs endroits à la fois, mais pas tout à fait à aucun. De devoir être loyal à personne. Voilà, sauf peut-être, j'appartiens à l'écriture, si ça veut dire quelque chose. Si ça veut dire quelque chose pour toi, ça veut dire quelque chose. La plus forte, mais non, je trouve que dans les médias, dans les discours dominants, il est beaucoup question d'appartenance. Et moi, je suis croyante, par exemple. Je crois en je ne sais quoi, mais je suis pas religieuse. Je me sens proche d'aucune religion. Je n'arrive pas à l'être. J'ai pas la culture. Je me sens proche d'aucune famille. Je me sens pas proche de courants non plus auxquels je pourrais adhérer, ou d'idéologies auxquelles je pourrais adhérer sans. Non, j'ai un sentiment de solitude qui persiste, quoi. Mais bon, je regarde avec fascination
parfois avec envie, parfois avec tendresse, d'autres autour de moi appartenir à des choses. Enfin, je trouve qu'il y a des manières, par exemple, d'être religieux qui sont très belles, quoi. Enfin, que je trouve désirables. Il y a des manières par exemple, dans notre groupe, il y a quelqu'un qui vient d'avoir un enfant et il est vraiment très, très investi par la famille, par l'idée de famille. Et je trouve ça beau. Quand je l'entends parler, ça me donne envie, mais je ne peux pas. Enfin, il y a quelque chose en moi qui se rétracte. Je comprends. En revanche, il y a quelque chose qui revient beaucoup dans cet entretien, c'est l'empathie, comme s'il s'agissait d'une valeur, d'un mot qui t'obsède particulièrement, parce que je l'ai repéré à plusieurs endroits dans le livre. Bon, tu dis en bref qu'on manque d'empathie aujourd'hui, en règle générale. En quoi ? Qu'est-ce qui te pousse à dire ça ? Peut-être que déjà, si ça me tient comme ça à cœur, l'idée d'empathie, donc l'idée de l'empathie, c'est comment on se relie aux autres, en fait, comment on fait un effort pour comprendre l'autre et donc se relier à lui. Je pense que si ça m'obsède autant, c'est précisément parce que c'est ma seule chance de me relier aux autres. Comme il n'y a pas d'appartenance objective, ou c'est des empathies précises, singulières, qui peuvent me sauver et me relier. Donc je pense que ça vient de là quand même, déjà, cette obsession. Il y a un petit truc à travailler, quoi. Ouais, mais je sais pas si Internet, je pense que c'est Internet qui est en cause dans cette affaire. On allait y venir. Ouais. Je sais pas si Internet favorise cet effort qui est l'empathie, parce que je pense que l'empathie, c'est pas quelque chose qui nous tombe dessus, c'est pas la manière de... Il y a une phrase très belle de Leslie Jamison là-dessus qui dit justement que l'empathie, c'est pas un... Je sais plus comment, j'aimerais bien retrouver sa phrase précise, mais elle dit c'est pas... Non, je vais pas la retrouver. Bon, il y a une phrase très belle de Leslie Jamison... que je m'empresse de chercher. Ouais. Je sais pas si on peut la retrouver comme ça. Ouais. Mais non, mais qui dit que l'empathie, c'est pas quelque chose qui nous arrive comme ça, comme quelque chose qui éclaterait, comme un éclair comme ça qui nous viendrait merveilleusement. C'est pas ça. L'empathie, ça réclame un effort, ça réclame un travail, ça réclame de se taire, d'écouter vraiment ce que l'autre veut dire, sans tout de suite lui répondre, sans tout de suite essayer de finir ses phrases. Enfin, vraiment essayer d'entendre, de comprendre ce que quelqu'un est en train de dire, ou la présence de quelqu'un. Enfin, là, on pourrait parler... quand je dis quelqu'un, je peux penser aux animaux aussi. Par exemple, là, j'ai adopté un chien. Et je sens mon empathie à l'égard de cette petite personne se développer. Au début, c'était un chien. C'est un peu long à ce qu'un chien devienne autre chose qu'un chien. Et plus je vis avec lui, plus je comprends ses réactions, je l'observe, je comprends ses peurs, je suis en empathie avec lui, en fait. Maintenant, par exemple, je comprends tout de suite quand il a soif, avant même qu'il me fasse un signe de soif, parce que j'ai l'impression d'avoir développé une reliance, quoi. Et je pense qu'avec les humains, c'est pareil. Mais c'est-à-dire que Internet, je pense, met un peu ça à mal, parce qu'il y a quelque chose de physique, quand même, dans le fait de se relier vraiment à quelqu'un. On sent aussi ce qui est mal dit, ce qui passe dans un geste, ce qui passe dans des yeux qui regardent ailleurs pour chercher leurs mots. Il y a plein de choses qu'on sait, qu'on voit physiquement, et qui peut pas tout à fait passer sur les réseaux, où on cherche tout de suite à l'emporter, à prendre l'autre en défaut, ou au contraire à être tout de suite en accord. Mais est-ce que c'est ça l'empathie ? Est-ce qu'être en accord immédiat avec quelqu'un, c'est vraiment le comprendre et vraiment chercher à le comprendre ? Je sais pas. Je sais pas si l'immédiateté et l'empathie sont compatibles, en fait. Mais tu dis justement que les réseaux sociaux, Internet, ça donne une espèce de forme de puissance. En fait, on peut tweeter tout de suite sur n'importe quel sujet. On peut... toi, tu as toujours une palanquée de blogs où je crois qu'ils sont privés, peu importe, mais où tu notes mille et une merveilles. Je sais pas ce que tu notes dessus. À vérifier. Mais il y a à vérifier, ouais. Mais il y a aussi cette forme de puissance. Et je voulais donner... J'ai pas trouvé, bien sûr, la citation, mais il y a quand même un livre, parce que le titre le mot est dans le... Ça s'appelle Examen d'empathie, de Leslie Jamison. Voilà, on aura déjà ça. Ouais, et le livre de Leslie Jamison sur l'empathie, je fais une petite incision. Ouais. En fait, ça part d'une expérience qu'elle a fait où elle était patient-acteur. Donc, patient-acteur, c'est quand, dans les hôpitaux, des jeunes, des étudiants, c'est un job, en fait, jouent des patients pour les concours des médecins, pour voir si les médecins... Donc, ils jouent des patients, et donc...
on leur dit telle maladie va avec tel symptôme. Souvent, les gens qui ont telle maladie, ça peut être aussi des maladies psychiatriques ou quoi, ont telle tendance à s'habiller avec un grand t-shirt lâche ou à avoir les cheveux sales. Et le cheveu sale, en fait, indique quelque chose sur l'état du crâne. Et donc, voilà. Donc, ils jouent ces patients-là. Et donc, elle jouait ça. Et à la fin, elle doit répondre à un questionnaire pour dire comment le médecin s'est comporté. Et la question 36, je crois, si ma mémoire est bonne, c'était « Est-ce que le médecin a fait preuve d'empathie ?» Et en fait, elle est restée interloquée devant cette question en se disant « Comment on répond à ça ? Est-ce que c'est parce qu'il m'a posé une question qu'il a fait preuve d'empathie ? Est-ce que c'est dans ses yeux que j'aurais dû sentir l'empathie ? Est-ce qu'au contraire, c'est dans une certaine pudeur et une volonté de pas me faire peser la maladie qu'il est supposé m'annoncer Et de toute manière, comment il aurait pu faire preuve d'empathie puisqu'il sait que je suis un acteur, que je suis... Et donc, la question l'a interloqué et c'est le point de départ du livre, Examen d'empathie. Ça a l'air super. Ouais, c'est super. J'adore Leslie Jamison. Alors, je vais citer une toute petite phrase qui est « Rire parce qu'on sent bien que tout tremble ». Donc, ça a donné... C'est une phrase qui est vers la fin du livre, qui donne son titre au livre. Tu en parles parce que Jean-Marie Durand te parle du sens de l'humour. Quelle place, toi, tu as fait pour le rire dans ta vie ? Est-ce que c'est quelque chose qui compte ? Oui, c'est quelque chose qui compte, oui. Ouais. Oui, je crois que c'est ce que je partage de plus intime avec mes amis, avec mes proches. Je crois n'avoir aucun ami qui n'ait pas un sens de l'humour très prononcé. Enfin, je pense que c'est vraiment une valeur test. Prononcé et similaire au tien ou prononcé tout court ? Sans doute similaire au mien, sinon je ne comprendrais pas, j'imagine. Oui, après, oui. Oui, non, c'est sans doute similaire au mien, mais en fait, c'est pas tant l'humour au sens de la gaudriole ou le, je sais pas comment dire, c'est pas l'humour pour l'humour, mais c'est en effet un certain humour qui signale un bénéfice du doute constant. En fait, on peut affirmer des choses, se croire expert sur des sujets, croire à ce qu'on fait aussi, mais par-delà tout ça, ou au milieu de tout ça, il y a toujours un doute, il y a toujours quelque chose qui tremble, et donc il y a toujours du rire. Nos prétentions pourront toujours être destituées, quoi. On est toujours abandonnés, ouais. Et je crois que ça me rassure beaucoup d'être avec des gens qui, en même temps qu'ils croient, doutent. Voilà. Ok. Alors, tu fais également partie d'un groupe qui s'appelle Catastrophe, un groupe de musique dans lequel tu chantes, dans lequel tu danses. Comment tu appréhendes ce travail en collectif ? Car en plus, vous êtes assez nombreux, vous êtes 6, je crois, et tu es la seule fille, ce qui a peut-être, voire sans doute, un intérêt à être dit, je sais pas. Mais comment tu appréhendes, cette manière de travailler en collectif qui est visiblement, en tout cas de prime abord, complètement à l'opposé du métier de romancière, par exemple ? Comme un soulagement, clairement. C'est très soulageant d'avoir des rendez-vous, d'avoir des horaires fixes, parce que forcément quand on répète par exemple, on a des horaires, on va dans un lieu de répétition et tout est clair, quoi. Et c'est super, des concerts, on a un tourneur, on a un label, c'est beaucoup plus, je sais pas comment dire, c'est une vie, ma vie en tant que musicienne me semble beaucoup moins éthérée, éthérée n'est pas le mot, mais beaucoup plus soutenue. Ma vie en tant que musicienne me semble plus soutenue par des horaires, par des présences, par des choses à rendre en permanence que ma vie en tant qu'écrivaine qui parfois on peut avoir l'impression d'être quand même au milieu du vide, d'être un peu, même si j'ai une éditrice géniale, les moments de travail sont quand même des moments arides où tout ne repose que sur soi. T'es lâché dans la pampa, quoi. Ouais, le matin, on se lève et il faut travailler. En même temps, si on travaille pas, personne ne nous le reprochera. Donc il y a une espèce de truc, personne n'attend rien de nous, tout le monde s'en fout évidemment. C'est normal, quoi, mais c'est le cas. C'est et alors que travailler avec donc dans un groupe où on est 6, si on se lève pas pour travailler, c'est génial parce qu'en fait on nous appellera, on nous dira en nous engueulant pour le coup. En plus. Mais donc il y a quelque chose de soulageant. Puis j'éprouve une joie que je peux pas éprouver de la même manière dans l'écriture, une joie de l'abandon aussi, de l'abandon aux autres, de l'abandon sur scène, un espèce de truc féroce, sauvage, physique.
tout simplement. Ouais, et puis cette danse que t'as mis longtemps à oser assumer, aimer faire. Oh là, c'était une longue phrase. Ouais. ouais, c'est vrai que danser aussi soulage complètement, et puis je trouve évacue aussi des... Enfin, je parle dans le livre de petits dépôts de ressentiment, donc j'ai l'impression que toutes les relations, que ce soit des relations à des personnes vivantes comme des relations au livre, des relations laissent des espèces de dépôts de ressentiment, des dépôts aussi d'assentiment, hein, mais il y a des petites choses, quoi, une sorte de surplus de cérébralité, mais qui est plus de l'intelligence, qui est plus quelque chose d'intéressant, qui est juste une sorte de manière de trop réfléchir, quoi, des espèces ouais, je sais pas comment le formuler autrement. Et j'ai l'impression que danser, que faire de la musique, fait une sorte de tri terrible et élimine les toxines cérébrales, comme les toxines physiques, quoi. Okay. Ça évacue quelque chose. Enfin, j'ai toujours l'impression, en revenant de concert, en revenant de tournée, d'être au bon endroit, d'être réajusté, quoi, d'être mieux centré. Je sais pas, que c'est plus juste, c'est plus joyeux. Donc voilà, donc un vrai soulagement. C'est vraiment une sorte d'hygiène de vie pour moi. Enfin, pour moi, c'est complètement j'allais dire cohérent, mais le mot cohérent n'est pas forcément celui que je cherchais. Mais non, voilà, oui, c'est forcément complémentaire, en fait, d'écrire et de faire de la musique. Je sais que c'est pas évident dans l'esprit de ceux qui aiment les livres ou la musique, mais dans le tien ça l'est. Mais dans le mien ça l'est. Ouais. Eh bien, en parlant de tout ça, est-ce que tu as des projets, donc roman, oui, avec Catastrophe, quels sont tes projets en fait? Oui, alors un long roman, n'est-ce pas? Un long roman, du coup, d'accord. Non, je sais pas. C'est parti pour l'être, mais en même temps, je serais très soulagée que soudain ça devienne un court roman. Non, je sais pas. Un roman en cours, en tous les cas. Ouais. Et avec Catastrophe, oui, on prépare plein de choses. Là, le 10 juin, on fait l'Olympia, pour la réouverture de l'Olympia, donc c'est une grande joie. Sinon, on joue à Trianon le 29 septembre de tête, et on va reprendre la tournée, et voilà, non, mais des renseignez-vous, projets, quoi. Voilà, renseignez-vous. Trop bien. Et je vais te poser une dernière question que je pose à tous mes invités et à toutes mes invitées. Est-ce que tu as un ou plusieurs coups de cœur culturels à nous partager? Oui, alors... Tant mieux. Premier coup de cœur, Leslie Jamison, puisque j'en ai parlé, oui, je me disais en parlant, voilà, c'est vrai que c'est un coup de cœur. Et donc, elle a écrit ce livre, Examen d'empathie, dont on parlait, mais elle a aussi écrit un autre livre qui s'appelle Récit de la soif, qui est sorti là, début 2021, et qui est sur sa rémission de l'alcoolisme. Enfin, elle est sortie de l'alcoolisme. Mais c'est aussi un livre sur la narration, sur... comment raconter son histoire de la manière la plus honnête, la plus humble et la plus juste lui a permis de sortir de l'alcoolisme. Donc c'est un truc un peu entremêlé, quoi. C'est à la fois avec des questionnements littéraires ou narratifs et des questionnements, sur l'alcoolisme, quoi. Oui, finalement. Voilà, finalement. Et aussi, je voulais parler de Hobo Johnson. Ouais. Qui est un artiste américain, pas très connu en France, il me semble, que j'adore, qui est un rappeur, mais étrange, qui rappe comme on ferait du punk. C'est un peu bizarre, il y a une sorte de mélange de grande technicité rap, et en même temps des choses scandées, criées, quoi. Et donc il raconte des histoires, c'est en anglais, mais il raconte des histoires de manière très très... pur, vraiment au plus près de lui-même, quoi. Enfin, il y a un truc, c'est presque troublant d'impudeur, et en même temps c'est musical, donc on regagne la pudeur par la musique, et je sais pas, je le trouve vraiment brillant, et c'est assez jouissif à écrire, assez jouissif à écouter, et voilà, il est très touchant. Très bien, je connaissais pas, et c'est noté. Voilà. Et il a 26 ans. Ouais, par ailleurs, il est extrêmement jeune, ouais. Merci beaucoup, Blandine. De rien, enfin merci pour l'invitation. De rien aussi. Et bien voilà, la quille, c'est terminé pour cette semaine. Si l'entretien vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner au podcast, à mettre 5 étoiles si vous écoutez sur Apple Podcast par exemple. Et en attendant, on se retrouve la semaine prochaine avec une nouvelle invitée ou un nouvel invité pour parler de culture. Merci beaucoup pour votre écoute et à la semaine prochaine.